noches, señor presidente. Buenas noches. Merci beaucoup pour l'invitation d'avoir cette entrevue avec vous. Parce que pour nous, c'est extrêmement important, les relations entre Haïti et la République dominicaine. Donc, c'est pour moi l'occasion de parler à vos lecteurs pour leur dire comment nous voyons la situation en Haïti, comment nous voyons les relations entre les deux pays. Et je pense que, comme c'est pas la première fois que j'interviens au niveau de l'Issim Diario, les lecteurs de l'Issim Diario ont déjà l'habitude d'avoir ma pensée que j'ai sur l'économie haïtienne, ma pensée que j'ai sur la politique haïtienne. Et là, maintenant que je suis au Timor des affaires, c'est important pour leur dire que c'est toujours la même pensée et c'est toujours la même opinion que j'ai, la relation amicale que l'on doit avoir les deux pays et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire en Haïti pour pouvoir sortir de cette crise. Mais je profite aussi de l'occasion pour saluer le départ de Félix Combé, le chanteur haïtiano-dominicain, qui vient de passer vers l'autre rive. Et donc, nous lui souhaitons un bon voyage et une bonne traversée. Et aussi, merci pour sa contribution à l'art, à la culture haïtienne et la culture dominicaine. Merci. Señor presidente, a propósito de la asunción suya como máximo líder del Consejo Provisional de Transición, ¿cómo podría usted definir al momento actual el estado de las relaciones entre Haití y la República Dominicana? ¿Cómo lo encuentra? ¿Cómo marchan? ¿Y qué cosas se necesitan para fortalecer esa relación? La première chose que je dois dire, c'est que nous avons une situation extrêmement difficile en Haïti là maintenant. Et justement, je viens d'avoir une rencontre cette semaine avec le président, avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et là, nous discutions justement de la nature de la crise que nous avons en Haïti. Et justement, ce que je lui disais, c'est que là, maintenant, la crise a changé de phase. La nature de la violence, c'est une violence qui est souchée surtout sur la criminalité transnationale. Et c'est important pour nous de savoir, de bien comprendre la nature de cette crise. Autrement, on ne pourra pas l'adresser de manière efficace et efficiente. Et c'est pourquoi, justement, avant de parler de la relation entre Haïti et la République dominicaine, c'est important pour nous de bien situer notre crise à nous et de voir comment cette crise que nous sommes en train de traverser complique les relations, surtout au niveau de la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Et comme vous pouvez l'imaginer, probablement vous le savez déjà, parce que on l'a déjà écrit dans vos colonnes, la crise, la manifestation visible de la violence que nous vivons en Haïti se repose sur 3 ou 4 piliers. Et la violence visible que nous avons se repose sur le pilier des trafiquants de drogue, se suppose sur la violence des trafiquants d'armes et de munitions, et aussi un pilier sur des gens qui sont dans le blanchiment d'argent. Et bien sûr, il y a un phénomène qui se développe et très important maintenant en Haïti, c'est le trafic des organes. Donc, Haïti, là maintenant, comme nous parlons justement de criminalité transnationale, est en train de regarder tous ses voisins, que ce soit la République dominicaine, qui est un voisin du côté terrestre, la Jamaïque et la Colombie, des voisins et du côté de la mer. Donc, comme nous parlons justement de crime transnational, de criminalité transnationale, donc il y a des acteurs à l'intérieur d'Haïti qui bénéficient de cette criminalité. Il y a des acteurs en République dominicaine qui bénéficient de cette criminalité. Il y a des acteurs à Miami, comme je le disais justement à Marco Rubio, au secrétaire d'État Marco Rubio, qui bénéficient de cette criminalité. Et bien sûr en Jamaïque, aussi bien qu'en Colombie. C'est pourquoi nous saluons les efforts du président Abinader. Je pense qu'il y a de cela probablement 1 mois et demi. Et il y a l'arrestation de plusieurs autorités policières ou militaires dans le trafic. Donc nous saluons, nous disons merci beaucoup au président Abinader. C'était des gens qui vendaient des armes et des munitions aux gangs haïtiens. Donc pour répondre à la question directement concernant les relations d'Haïti et la République dominicaine, il y a une coopération extrêmement importante qui doit être faite à ce niveau pour qu'on puisse adresser ce problème de criminalité transnationale que nous sommes en train de subir ici en Haïti, mais bien sûr qui ont des répercussions sur la République dominicaine. Et bien sûr, l'un des points de cette relation entre les deux pays, c'est d'une part le commerce
international entre Haïti et la République dominicaine, que peut-être on va en discuter. Et deuxièmement, bien sûr, la question des migrants. Donc, pour le premier, la question du commerce international, bien sûr, comme vous le savez, la République dominicaine est l'un des plus gros partenaires d'Haïti dans le commerce international. Et là, justement, vous savez qu'il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement haïtien pour empêcher la rentrée des conteneurs en transit en provenance de la République dominicaine pour venir en Haïti. Je dois dire non, je dois dire que nous avons empêché les conteneurs qui provenaient en transit, c'est-à-dire sortir de l'étranger, passer en transit en République dominicaine pour venir en Haïti. Je veux faire cette distinction très claire pour les lecteurs de Listing Diario, parce que il y a une confusion lorsqu'on dit les conteneurs qui viennent d'Haïti en transit par la République dominicaine et le commerce entre Haïti et la République dominicaine. Ça ne change absolument rien dans le commerce entre Haïti et la République dominicaine. C'est plutôt les conteneurs qui nous arrivent en transit, qui sortent de Miami, particulièrement de Miami. Parce que ces conteneurs ne sont pas contrôlés et les saisies qui sont faites par la police haïtienne et par l'armée haïtienne, on a trouvé beaucoup d'armes et de munitions dans ces conteneurs. Sí, señor presidente, esa medida fue tomada de común acuerdo con República Dominicana, tomando en cuenta que es para evitar el trasiego de drogas y armas a Haití. Et là, on connaît que je pense que les autorités de la douane, les autorités en charge du ministère du Commerce, et je parle du ministère du Commerce en Haïti, je suppose qu'il y a une communication qui a été faite entre Haïti et la République dominicaine, bien sûr. Parce que de toute façon, je ne vois pas comment on peut prendre cette mesure sans avoir une communication avec le ministère du Commerce et la douane dominicaine. Señor presidente, una pregunta. ¿En qué medida el proceso de repatriación masiva de ciudadanos haitianos de República Dominicana hacia Haití está afectando el clima de reorganización y estabilidad política y social en su país? Je dois dire que c'est extrêmement difficile pour nous en Haïti maintenant. Le rapatriement massif des Haïtiens pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que nous sommes déjà dans une situation de turbulence sociale, dans une situation de violence sociale. Donc, on ne sait pas exactement quels sont ces gens qui nous arrivent. Et particulièrement des États-Unis, il y a des gens qui nous arrivent, ce sont des criminels notoires qui arrivent des États-Unis. Et là, si on n'a pas ces informations, on va lâcher dans la nature des gens qui vont gonfler le camp des gangs qui sont en train d'exercer de la violence sur la population. Ça, c'est le premier aspect. Mais ceci dit, le deuxième aspect, bien sûr, c'est la précarité de la situation économique en Haïti et surtout la crise humanitaire que nous sommes en train de subir là maintenant. Parce que, comme vous le savez, d'après les chiffres des Nations Unies, nous sommes en train d'observer près de la moitié de la population vit dans une situation de vulnérabilité alimentaire là maintenant en Haïti. Donc, si on a ce rapatriement massif, on doit quand même donner du temps au gouvernement pour s'assurer qu'il y ait une capacité d'absorption, de gestion de ces migrants qui nous arrivent. Et il ne faut pas oublier là maintenant, et nous sommes en train de gérer beaucoup de gens déplacés. Et là, il y a plusieurs camps de déplacés à l'intérieur du Grand Port-au-Prince là maintenant. Donc, là, pour répondre à la question directement, oui, c'est une situation difficile pour le gouvernement haïtien là maintenant, pour recevoir ces rapatriés en grand nombre, mais nous, de notre côté, s'ils nous arrivent, on doit faire le nécessaire pour qu'on puisse les accueillir. Pendant ce temps, on doit regarder ce qui se passe au niveau des déplacés et aussi au niveau de la violence urbaine que Haïti est en train d'expérimenter là maintenant. Nous sommes en train de juguler plusieurs crises là maintenant en Haïti. Juste pour vous donner un exemple. Et les femmes violées, les petites filles violées, et bien sûr les enfants
entre 12 et 14 ans, qui sont embrigadés. Pour vous donner un exemple de l'ampleur de la crise que nous sommes en train de vivre. Et j'avais à présenter la situation d'Haïti avec quelques députés canadiens. Et l'un des députés m'a dit qu'il est bien au courant du niveau de la crise en Haïti, parce que il y a une directrice d'école qui l'a appelé. Le député canadien m'a dit, l'institutrice l'a appelé pour leur dire qu'ils ne peuvent plus recevoir les enfants haïtiens à l'école parce qu'ils n'ont pas les structures pour recevoir ces enfants. Ce sont des enfants qui viennent d'une région de guerre. Elle a dit qu'ils ont surpris une petite fille de 9 ans qui parlait à une petite Canadienne de 8 ans. La petite fille haïtienne disait à la petite fille québécoise, voici comment tu dois te mettre lorsqu'on te pénètre pour que cela ne fasse pas trop mal. Donc, voici la situation dans laquelle nous sommes là maintenant. C'est une situation de violence social extreme que nous sommes en train de vivir. Presidente, buenas noches. En el mes de octubre del año 2024 llegó el primer contingente de la misión de seguridad para garantizar la paz en Haití. Desde ahí y hasta ahora ya van 5 meses. A mí me gustaría conocer cuáles han sido los avances que ha logrado la misión de seguridad, qué zonas han podido ya ser recuperadas, están a salvo, y qué porcentaje del territorio todavía sigue en control de las pandillas. Bon, la première chose qu'il faut mentionner, c'est qu'avec la présence de la force multinationale, il y a quand même un regain de confiance de certaines franges de la population et une certaine confiance de la police nationale. Ça, c'est la première chose. Et cependant, je pense qu'il y a une sous-estimation de la capacité des gangs sur le terrain. Et justement, lorsque je parle de criminalité transnationale, les gens ne comprennent pas la nature de la violence que nous sommes en train de subir. Donc il y a un ajustement, je pense, qui doit être fait, et cet ajustement est en train d'être fait pour nous assurer que les forces multinationales qui sont là, ajoutées à la police nationale et aux forces armées d'Haïti, on peut avoir les moyens nécessaires, les moyens adéquats pour faire face à la crise. Cependant, pour répondre à la question directement, je dois dire que avant janvier, il n'y avait pas cette bataille entre les forces de l'ordre et les gangs. Prenons par exemple, même s'il y a un policier kenyan qui est mort dernièrement dans la Tibonite, mais la Tibonite était complètement dominée par les gangs. Ce n'est plus le cas là maintenant. Mais même si la bataille continue dans l'ouest du pays, je prends par exemple au niveau de Port-au-Prince le Bas-Delma, et c'était complètement dominé par l'un des gangs les plus puissants. Mais là, les gangs ne sont pas aussi puissants au niveau de Delma aujourd'hui, à cause de la présence de la force multinationale, bien sûr, qui est en train d'appuyer la police nationale d'Haïti. Mais cela ne veut pas dire que la situation n'est pas tendue en Haïti. La situation, justement, est extrêmement tendue parce qu'il y a des offensives qui sont menées, mais la population ne sent pas encore les résultats de ces batailles qui sont en train d'être menées. Mais cependant, je dois dire qu'il y a 2 choses qui sont en train d'être menées en Haïti. Il y a une sorte de guerre de communication. Mais la police, je dois dire, c'est au quotidien que la police, appuyée par les forces multinationales, sont en train de mener des offensives extrêmement importantes. Toutefois, je pense qu'il y a un déficit de communication de la part de la police pour faire savoir ce qu'ils sont en train de faire. Presidente, buenas noches. Además de la situación de las fuerzas internacionales, nos gustaría saber cómo es el tema de las ayudas que recibe Haití de la comunidad internacional. La première chose, lorsque les Kenyans se sont mis d'accord pour prendre
la tête de la mission multinationale, on avait promis que ce serait 2000 Kenyans. Ils ne sont maintenant que 999, évidemment, c'était 1000, il y a un Kenyan qui est mort. Et là, ils ne sont que 1000, c'est parce que les fonds qui étaient promis, ou bien les fonds qui étaient anticipés pour qu'on puisse avoir 2000, on n'a pas su avoir toutes ces ressources. Il y a le Salvador qui a envoyé des hélicoptères, mais c'est surtout pour les soins médicaux. Il y a Guatemala qui aussi a envoyé des soldats. Il y a la Jamaïque et en fait, le deuxième responsable de la mission multinationale, c'est un Jamaïcain. Cependant, on attend encore, si vous voulez, des pays de la CARICOM, les ressources humaines que l'on anticipait. Mais tout cela, si vous voulez, c'est parce que l'aide financière, les ressources financières dont on avait besoin pour pouvoir accommoder tout ce monde-là, les ressources financières ne sont pas encore au rendez-vous. Señor presidente, usted acaba de reunirse con los miembros del CARICOM, Jamaica. También participó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. ¿Qué ayuda concreta o promesa concreta ofreció Marco Rubio a su gobierno para aliviar la peligrosidad, o sea, la situación de riesgo? Y también en qué medida la decisión del presidente Trump de eliminar el parol que favorecía a los ciudadanos haitianos en los Estados Unidos y anunciar probablemente la deportación de miles y miles de haitianos puede complicar las cosas en su país. Et moi, je pense que la première chose concernant la rencontre que j'ai eue avec le secrétaire d'État Marco Rubio, c'était surtout pour analyser la nature de la crise. Et si vous voulez, et je pense, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu une sous-estimation de la violence en Haïti. Dans les discussions que j'ai eues avec le secrétaire d'État Marco Rubio, là, l'une des choses sur lesquelles on s'était mis d'accord, lui, de son côté, il va réviser la position de son gouvernement par rapport à la crise. Donc, comment cela va se traduire concrètement, c'est peut-être dans les prochains jours que l'on va voir. Parce que, comme je l'ai bien expliqué, et là, on s'était mis d'accord, Haïti est maintenant dans une situation de guerre. Et c'était aussi ses propres mots. Et comme tel, on doit avoir les moyens, les ressources pour pouvoir affronter cette guerre. Très bien. Pour la deuxième question sur le rapatriement et la fin du programme de parole aux États-Unis, je pense, comme je l'ai dit, parce que, comme je l'ai dit tantôt, par rapport au rapatriement massif, nous sommes en train de vivre une situation au niveau social extrêmement difficile. Donc, si ces gens nous arrivent, le chiffre que l'on regardait pour Haïti, c'est près de 500 000 Haïtiens. Et à recevoir la moitié de ces gens-là maintenant, ce sera une situation extrêmement difficile. Évidemment, de notre côté, au niveau du gouvernement, on doit prendre les mesures pour les recevoir si c'est le cas. Mais je dois dire, lorsque je regarde la situation d'Haïti là maintenant, on n'a pas nécessairement les moyens pour le faire. Mais si tel sera le cas, on doit avoir les moyens pour recevoir ces gens. Presidente, muy buenas noches otra vez. Sí. En República Dominicana se va a producir una marcha en un sector llamado Friusa este domingo en contra de la migración haitiana. Y ha sido convocada por sectores nacionalistas. Ya tenemos varias semanas de convocatoria, de llamados para que la población dominicana participe. Me gustaría saber cuál es la opinión que usted tiene sobre esto y si tiene algún tipo de llamado a la población haitiana que se encuentra en República Dominicana o incluso también a las autoridades dominicanas. Écoutez, comme tu as dit, son page d'histoire qui est extrêmement difficile pour nous-mêmes en Haïti qu'on est là. Et là, pour frère Axenou, qui a vécu en République Dominicaine,
nous connaissons que beaucoup de par eux, ils vivent en situation extrêmement grave. Et là, moi-même, message que nous avons pour eux, les gens qui sont dans cette situation, c'est les gens qui n'ont même pas de caractère en Haïti à cause de crise que nous vivons en Haïti, de violence que nous vivons en Haïti. Nous-mêmes, beaucoup de par nous, nous avons fait tout ça que nous connaissons pour nous assurer nous que nous prenons l'autre chemin, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique. Et c'est ça que fait, par exemple, le président Abinader s'est rencontré avec le président Rubio. Il y a un élément de discussion, c'est création de richesses autour des parcs industriels. Et c'est ça qui fait que nous sommes bien contents, nous te recevoir ça bien, que le président Abinader Bokotepal, il était plaidé pour question de Hope Help, pour qu'à renouveler et loi Hope Help là, dans le Congrès américain. La deuxième question qui a été abordée, et là on a eu l'appui aussi du secrétaire d'État, c'est la question de Nearshoring. Nearshoring Act. Le Nearshoring Act, probablement vous le savez, c'est la délocalisation des entreprises de l'Asie pour venir dans les côtes de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Le défi là maintenant pour Haïti, pendant que nous sommes en train de regarder la solution pour la crise, nous devons aussi regarder le processus de création de plus de travail en Haïti. Il n'y a pas de sortie de cette crise par rapport aux gens, par rapport à la migration, s'il n'y a pas ce gros mouvement, ce grand mouvement de création d'emplois ici en Haïti. Donc, de notre côté, comme c'est la question pour le message à ces gens, c'est que nous faisons tout ce qui est dans notre possibilité. Un, pour avoir un apaisement de la situation de violence, et deux, pour nous assurer qu'il n'y a plus de création de richesse en Haïti. Señor presidente, usted está sugiriendo que en este proyecto de desarrollo de la nearshoring, la República Dominicana también incorpore a Haití como un país que puede estar asociado para la producción de riqueza y empleos. Et c'est ce que je suis en train de discuter depuis déjà 1 mois et demi avec comment s'appelle Ecolevi. Ecolevi, Ecolevi claramente es de no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En tout cas, Fernando. Fernando Capellán. Estaba discutiendo con el Fernando Capellán, un empresario dominicano en Guaraméndez. Et je dois dire, c'est une discussion très sérieuse que nous faisons depuis déjà un bon bout de temps pour voir comment on peut associer les deux pays pour pouvoir bénéficier du Nearshoring Act. Et je dois dire justement aussi que Fernando Capellán, il fait beaucoup d'efforts du côté de Washington aussi pour faire la promotion du Nearshoring Act pour les deux pays. Presidente, una de sus misiones frente al Consejo de Transición es organizar nuevas elecciones en Haití. Nos gustaría saber cómo usted evalúa este proceso y si considera que para el 2026 Haití podría tener un nuevo presidente. Très bien. Nous, de notre côté, je parle au niveau du Conseil présidentiel, on a mis en place le Conseil électoral provisoire pour organiser les élections. Et ils sont en train de prendre toutes les mesures pour qu'on puisse réaliser les élections. La deuxième chose, nous avons mis en place un comité qu'on appelle un comité de pilotage. Et là, ce comité de pilotage est responsable essentiellement de regarder quels sont les changements qui doivent être faits au niveau de la constitution du pays. Parce qu'au niveau, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs organisations de la société civile, mais organisations de la société civile au niveau de la diaspora qui auraient aimé voir un changement au niveau de la constitution. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent plus pourquoi on doit avoir un premier ministre. La deuxième chose, pour les gens qui vivent dans la diaspora,
Et on aurait aimé la changer et cet élément dans la Constitution pour que les gens qui vivent dans la diaspora puissent voter. Je pense que c'est déjà le cas pour la République dominicaine. Les gens qui sont dans la diaspora peuvent voter. Donc, ce sont des changements de cette nature que nous sommes en train de regarder avant d'avoir les élections. Cependant, il y a un élément que nous ne contrôlons pas vraiment. C'est juguler la crise de violence. On doit quand même avoir un environnement adéquat pour que les gens puissent aller voter. Mais nous, de notre côté, on met tout en place pour qu'on puisse avoir les élections en novembre 2025. Repíteme la fecha, por favor. ¿En cuándo? Noviembre 2025. Noviembre. Noviembre de este año. Este año. Sí. De este año. Sí, de este año, sí. Sí. Karim, on compte à 8h30 pour dire ça. Señor presidente, para ir ya redondeando un poco los temas de alto interés para los dos países, una de las razones por las cuales se agudizó el conflicto entre República Dominicana y Haití fue por el hecho de que Haití comenzó a construir un canal derivador de las aguas del río de Dajabón, río Masacre, y entonces la República Dominicana no estaba de acuerdo con la forma en que se emprendió esa obra. Finalmente la obra fue terminada. Siempre ha quedado aquí la duda de si fue una obra patrocinada y apoyada por el gobierno o fue solamente una obra del sector privado. ¿Cuál es la realidad en torno a este tema, señor presidente? Non, je pense que les gens de la société civile, paysans, agriculteurs qui dans la zone, ils pensaient que c'était une nécessité pour eux-mêmes que ils étaient qu'à exploiter mieux les ressources que rien. Même parce que c'est ça qui est essentiel dans la question du canal là, il y a une communication entre deux autorités qui étaient manquées. Et pour moi-même, tout parler autour de canal là, c'est un déficit de communication entre deux pays. Parce que lorsque moi j'ai été regarder ce qui se faisait, je ne vois pas pourquoi il y avait tant de bruit autour de cette affaire et ça pourrait être évité si les autorités d'Haïti en ce moment et les autorités dominicaines et de l'autre côté s'étaient assis pour discuter très calmement de cette affaire et il n'y aurait pas eu entre guillemets toute cette turbulence autour de cette affaire de canal. What I'm trying to say is that I visited the canal in Dajabon and Waramet right at the beginning of the construction of the canal. What I'm saying is that what I saw when I visited the canal, it was really something not significant, and I believe if at that time there was communication between the two countries, it wouldn't drag down to this difficulty, to this crisis between the two countries. Okay. I believe that was the lack of communication that made the problem. Sí. ¿Es posible entonces que se pueda restablecer la Comisión Dominico-Haitiana para tratar estos asuntos con más fluidez y darle solución a algunos desacuerdos que hay en el presente? I believe that we should have this commission put into places, and if you are the facilitator to have this commission, I'll be happy. In any case, on our side, we will put all this effort to make sure that this commission can work out a plan to make sure that we don't fall further into the crisis. Parce que l'une des conséquences pour la crise, c'est l'arrêt du vol entre Haïti et la République dominicaine. Si je comprends bien, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas un vol entre la République dominicaine et Cap-Haïtien. Je peux comprendre pour Port-au-Prince avec la situation, pour l'instant, mais pas pour Cap-Haïtien. Et c'est pourquoi je pense que c'est important. Il a bien raison. Il m'a dit lui que je dis merci de porter la question de la commission bilatérale pour qu'on puisse s'asseoir et discuter sérieusement de la crise. Bien, señor presidente. Le hemos tomado un tiempo precioso.
en este momento, sabiendo que usted tiene a su cargo muchas responsabilidades, muchas tareas. Desde aquí vemos la magnitud del peligro, de la situación. ¿Cómo usted se siente se siente inseguro, o sea, frente a tantos problemas allá de la seguridad? You know, no one is secure right now in Haiti. It is a very violent place that we are living right now in Haiti. But at the same time, we are making all the efforts to make sure that things can be better. And I do thank you for this interview, and particularly for bringing out the commission, the bilateral commission. And I think this is very important for this commission. This will help to iron out those difficulties. Really, thank you very much. Thank you. Thanks to you. Muchas gracias.